Grimoire chromé, chapitre 4. Le premier soliste. Montrez-moi. Ordonne calmement Hannibal. Ne doit-on pas le faire en présence de la Malka? Et exposer une possible attaque contre Arcante dans la loge devant des milliers de témoins, ça ne vous choque pas? Locke fronce les sourcils, soucieux. Tout chez lui trahit son grand âge. Sa barbe et ses cheveux gris, ses rides profondes, sa robe austère d'érudit. Il lui reste toutefois de sa jeunesse des bras forts, couverts de glyphes tatoués et un sourire plein de fraîcheur, même si son expression fermée est celle des mauvais jours. Hannibal ne lui en tient pas rigueur. Apprendre que Mantris passe à l'attaque a de quoi déstabiliser n'importe qui, surtout quand l'apologium vient raviver les mauvais souvenirs de la guerre. Le mage guerrier patiente. Il sent que le magicien de l'air se laisse déjà persuader. Les vibrations expressives et respiratoires de ses grognements sourds sont aussi faciles à interpréter que des secousses telluriques. Quant à Lena et Loria, elles sont déjà convaincues. Elles ont eu le réflexe de venir discrètement le chercher dans la loge pour l'amener ici, dans cette armurerie, à l'écart. Elles savent que la discrétion est nécessaire. Bien, soit. Cède Locke, comme prévu. Mais seule la Malka pourra prendre une décision. Évidemment. Vous ne m'apprenez rien. Les trois mages venus chercher Hannibal se concertent du regard avant de lancer le rituel qui combine leurs arts magiques. Lena, qui plisse ses yeux bleu océan, arbore un air malicieux. L'impression est trompeuse. La devineresse est une guerrière redoutable, comme en atteste son armure au cuir lacéré par les lames ennemies, et elle ne plaisante jamais lorsqu'elle mobilise la magie de l'eau. Alors qu'elle psalmodie à voix basse, l'humidité ambiante se condense en larmes langoureuses, qui s'agglutinent jusqu'à former un écran ondulant. Locke entame alors un chant diphonique, typique de l'archome de l'air, qui ajoute son timbre grave et profond aux notes légères de Lena. La pilosité de ses bras se dresse et s'agite telles les blés mûrs sous la brise de printemps, tandis que les glyphes canalisent l'air ambiant à l'image des vallées de Sala. Des filaments d'une blancheur de neige entourent la silhouette de l'érudit, tissant une tapisserie d'informations charriées par les vents depuis la frontière proche. Loria tire des plis de sa toge son prisme d'augure de la lumière, puis entre à son tour dans le rituel. Le voile qui masque son visage est agité par le souffle de ses incantations, qui font entrer le prisme en vibration. Une bulle immaculée de calme l'entoure, aussi blanche que sa peau et les cheveux qui s'échappent de sa capuche. Sous l'action combinée des trois mages, la muraille d'ossements se matérialise dans l'armurerie. Hannibal n'est pas surpris par ce dont les mages sont capables, mais tout de même. Le rituel est hâtif, bridé par la pauvreté du prana, la source de magie que le rift a rendue aussi rare qu'une oasis dans le désert. Et pourtant, l'image est si réaliste, si vivante que le mage guerrier a l'impression d'avoir été transporté sur place. Il entend la muraille craquer, comme les articulations d'un dragon qui s'étire au réveil. Il sent vibrer les ronces qui maintiennent entassés les milliers de squelettes alors qu'elles se gorgent de rosée. Les longues tiges gonflent comme les veines d'un monstre en colère, remuent les carcasses, font crisser leurs épines contre les os qu'elles égratignent. Hannibal connaît bien ce formidable rempart qui garde la frontière d'Arcante. Son père fut le premier capitaine en charge de sa défense. Haut de 30 coudées et large de 7, le mur d'os et de ronces est particulièrement intimidant. C'était le but des mages qui l'ont bâti. La guerre des héros venait tout juste de s'achever. Il n'y avait qu'à se servir sur le champ de bataille. Les mages ont lancé un rituel magique, l'un des plus puissants de l'histoire d'Arcante. Des centaines de milliers de cadavres, soldats et créatures, humains et monstres, furent happés par la végétation enchantée et rassemblés en un formidable rempart que les mages, usant d'une expression convenue mais efficace, baptisèrent la muraille d'ossements. Enfant, Hannibal patrouillait sur le chemin de garde en jouant aux soldats afin que son père soit fier de lui. Il se souvient de l'angoisse qu'il éprouvait, trop forte pour être tue, trop honteuse pour être trahie. Dans les entrailles du rempart, ce cimetière à ciel ouvert, les grincements se propageaient en échos sinistres, un grognement bestial. Avec la brume matinale qui évoquait l'haleine d'un animal, on pouvait croire que le rempart était vivant. Dès qu'il comprit que la muraille bougeait toute seule pour s'adapter aux dangers qui la menaçaient, il n'eut plus jamais peur. Ses tressautements sinistres, ses soubresauts d'agonisants, il paraissait soudain moins effrayant. C'étaient les premiers échos de la terre qu'il percevait clairement, les vibrations lointaines envoyées par les légendaires vers des roches, le signal que l'Archome lui adressait
pour le convaincre de s'initier à sa magie. Aujourd'hui, la muraille d'ossements est attaquée. Sur l'écran liquide, le souffle aux nuances décomposées par le prisme montre la scène à travers les yeux d'un aigle géant. Le chant à double voix de Locke évoque fidèlement le son des plumes du léviathan des airs qui phaseille dans le vent, entrecoupé par ses glatissements formidables. Sûrement guidé par un enchanteur de la nature, l'animal s'approche de 2 engins volants, sinistres parodies obèses du gracieux rapace. Un rayon de feu incandescent surgit brutalement de l'un des aéronefs. Il transperce la tête de l'aigle, de part en part, forant un trou plus gros que le poing. Tué en plein vol, l'animal tombe comme une masse en pleurant des larmes de fumée, ses plumes brûlées par la chaleur. Le doute n'est plus permis. Mantris attaque la frontière arcante. Hannibal enrage, agité de vagues furieuses tel un volcan annonçant son éruption. Pourtant, il maîtrise sa réaction, dilate son potentiel explosif pour en atténuer les secousses. En thaumaturge expérimenté, il joue de ses pressions internes pour encapsuler ses sentiments dans l'éclat d'un diamant taillé, trésor précieux qu'il extraira de ses propres profondeurs le jour où il aura besoin de fendre l'armure trop solide de l'adversité. Aussi calme et solide qu'une montagne, il observe la suite. Sur la muraille, les forces de défense s'organisent. Les mages rassemblés sur le rempart font apparaître 2 énormes golems de pierre. Malgré la distance entre la frontière et l'apologium, et malgré la vitesse du vent, porteur d'informations, Hannibal ressent une véritable osmose avec ces géants. À ses yeux, ils sont bien davantage qu'un assemblage de rochers liés par la magie. Ils sont vivants. Le granit crissant d'être déplacé leur prête sa voix. Le sortilège qui les anime les pare d'un teint bronze plein de vie. La pierre se fissure pour leur dessiner des yeux déterminés et une bouche rageuse. Les jambes courtes et les poings plaqués au sol, ils ont des allures simiesques et la taille d'une colline. L'un des golems attrape un énorme rocher qu'il broie entre ses mains. D'un geste incroyablement vif pour une créature de sa taille, il lance une pluie de roches sur les aéronefs. Les appareils sont pilonnés par la grêle des gravats. Dans un crissement métallique, la nacelle d'un des moteurs cède. Libéré, le propulseur se détache et s'écrase dans une gerbe d'éclairs. Hannibal vibre de satisfaction, en harmonie avec le sol et l'endroit de l'impact. Telle une fourmilière décapitée par un garnement, l'aéronef privé de moteur dégorge une nuée de silhouettes mécaniques qui sautent en plein vol. Des robots, devine Hannibal. Seuls quelques-uns n'ont pas été entièrement détruits par la chute. Les autres finissent éventrés en insectes, leur carapace foulée aux pieds. Au terme d'une brève lutte perdue d'avance, l'engin volant s'aplatit dans un froissement de métal indescriptible, avant de disparaître dans une explosion crépitante d'énergie. Dans l'autre appareil, les robots épaulent leurs armes avec un synchronisme surnaturel. Les tirs font mouche, mais les créatures de pierre sont d'une autre trempe que l'aigle géant. La roche s'effrite, quelques pans se détachent, mais les 2 golems ne subissent aucun dégât majeur. Contrairement à Hannibal, la technologie bafouée de Mantris ne parvient pas à contenir sa fureur. Dans un sifflement de serpent acculé, un missile air-sol prend son envol, secouant l'aéronef par contre-coup. Il lui faut moins de 2 secondes pour avaler le kilomètre qui le sépare de sa cible. À l'impact, un cratère se forme dans la poitrine du golem. Le trou engloutit le missile avant de se refermer juste derrière. Hannibal a l'impression de sentir la munition forer sa chair comme la pointe d'une flèche, brûlante et acérée. L'ogive détonne à l'intérieur du corps de pierre. Canalisé, le souffle de la détonation ressort par la gueule grande ouverte du monstre. Dans un ultime effort de volonté, le golem renvoie le tir à l'envoyeur avant de voler en éclats. Pris dans le blast de l'explosion, l'aéronef est ballotté en tous sens. Prudent cette fois-ci, les robots s'éjectent avant la chute. La troupe se retrouve suspendue sous l'habitacle, engagée dans une folle descente en rappel. En quelques secondes, les robots atterrissent sur les épaules de l'autre golem, lesquels s'avèrent assez larges pour tous les accueillir. Leur ressemblance avec des tiques devient presque évidente encore aux yeux impassibles d'Hannibal. Ils passent aussitôt à l'offensive. Les tirs à bout portant parviennent à sectionner le bras droit, qui tombe au sol dans un fracas d'ébouli. Réalisant le danger, le golem se contorsionne pour frapper ses épaules de sa main restante, aussi large qu'un chariot lourd. L'un après l'autre, les robots sont écartés ou écrasés. Manœuvre trop lente et malheureusement inefficace. Hannibal donnerait cher pour pouvoir prêter à la montagne de pierre un peu de sa dextérité. Un robot mieux armé et caparaçonné, probablement le superviseur du détachement, se tient au sommet du crâne.
Il y plaque le canon de son arme contre la roche et tire en rafale. Hannibal retient son souffle. Son propre crâne est brusquement balayé d'une douleur fantôme, née de l'écho vibratoire entre deux frères de terre. Les rayons d'énergie pure forent un cratère à travers la tête du géant de pierre, qui finit par se disloquer dans un cri d'agonie silencieux et stoïque. Privé de magie, le golem s'effondre dans un fracas de falaise fendue par l'érosion. Le robot superviseur saute, prend appui sur les rochers qui chutent, surfant dessus comme sur une vague solide. Il achève sa manœuvre par un saut gracieux et atterrit à l'écart de l'éboulis, genoux pliés et mains plaquées au sol pour mieux répartir la pression. Ouvrir une faille et la refermer sur ce maudit robot, voilà ce que voudrait faire Hannibal, l'engloutir dans la gueule vengeresse de la terre. Malgré la force de ce désir, il parvient une fois encore à se contenir. Tout juste tressaille-t-il à l'image de plaques tectoniques qui se chevauchent avec la lenteur millénaire propre aux éléments immortels. Le robot superviseur a beau pavoiser, sa victoire n'est qu'apparente. Hanté par des sortilèges anciens, la muraille d'ossements lance ses ronces pour happer les derniers robots encore mobiles et les broyer entre les mâchoires méphitiques de ses squelettes ancestraux. Alors, la lâcheté du général Mantry éclate en plein jour. Le superviseur se jette sur un filin qui pend encore de l'aéronef, s'y harnache et s'élève dans les airs, pendulant sous l'engin qui s'éloigne. Aussi audacieuse soit-elle, l'attaque s'est soldée par un échec. Mantry s'est forcé à une retraite piteuse. La réplique d'Arcante, elle, devra être sans pitié. De quand datent ces événements ? Demande Hannibal d'un ton calme. Le temps pour le vent d'arriver jusqu'ici. Lui répond Locke. Il ne souffle pas très fort aujourd'hui. Bien. Je vais prévenir la Malka. La balission n'est pas encore terminée. Rappelle timidement Loria. La précision est inutile. Hannibal perçoit en continu l'ébranlement des combats. D'ailleurs, l'un des gladiateurs, une menterie s'il en juge par son schéma vibratoire, vient de mourir. Son cœur, en partie mécanique, s'est brutalement tu après qu'elle est tombée au sol. L'information ne peut attendre. Décide le colosse. Vous allez lui annoncer ça devant les dynastes ? S'étonne Lena. Je croyais que vous préfériez éviter. Pouvez-vous affirmer que cette attaque reste la seule offensive en cours ? Que Mantris n'est pas en train de pénétrer dans la forêt d'Orcunion ? Les narines de Lena se dilatent d'exaspération. Elle n'apprécie pas le ton militaire d'Hannibal. Négatif. Concède-t-elle. Je ne peux pas. Et vous, Locke ? Vérifie le colosse en se tournant vers le magicien. Pas davantage. Locke paraît épuisé, tout comme Loria et Lena. Tous les trois ont dû puiser dans leurs réserves. Ils ont besoin de reprendre leur souffle. Hannibal ressent lui aussi la raréfaction du prana, une sensation aussi physique que du sable qui file entre les doigts. La légende raconte que le rift supprime les pouvoirs magiques. Ce n'est qu'un mythe, une explication facile pour les esprits étroits. Ce sont en réalité les ravages de la guerre qui ont affaibli le prana. La magie ne disparaît pas, c'est plutôt comme si elle était brouillée, rendue insaisissable. Un mage se retrouve dans la peau d'un érudit dont la vue se dégrade. Il sait toujours lire, mais ses yeux ne lui permettent plus de voir. Hannibal chasse ses pensées d'une contraction des épaules. Vous avez fait du bon travail, tous les trois. Locke, vous avez des dragonnets à disposition. Bien. Alors, expédiez-les sur place pour voir si la muraille a besoin de quoi que ce soit. De mon côté, je retourne à la loge. Après le silence compassé de l'armurerie, retrouver l'espace des hauteurs de l'arène est une remise en tension puissante. Hannibal n'a cessé de capter dans ses os les trépidations de la balission, qu'il absorbe comme on entend un brouhaha, sans chercher à en dénouer les conversations. Toutefois, l'imposante majesté de l'apologium et la rage des combattants qui jouent leur vie pour la victoire finale, voilà qui redonnent une toute autre présence à la scène. Il ignore le spectacle, afin de chercher solace du regard. Assise sur son siège, avec la dignité qui convient, elle ne peut s'empêcher de pianoter discrètement les accoudoirs, battant au rythme des combats comme si elle orchestrait les gestes des gladiateurs. Parfois, la cadence de ses doigts s'emballe, dans l'espoir d'une esquive réussie. À d'autres moments, elle suspend son vol, terrassée par l'effroi d'un coup fatal. Hannibal s'étonne d'une telle empathie pour le sort des combattants. Voir le sang versé en son nom, n'est-ce pas un privilège du trône sculpté ? Lorsqu'un guerrier de son camp meurt pour Arcante, lui le ressent comme un honneur. La vie mise en jeu n'a pas à être ménagée, par peur ou par pudeur.
Elle se doit d'être offerte à la Malka, qui doit l'accueillir comme telle, un don et une fierté. Le sentiment que Solis n'est prête pour régner le déstabilise en profondeur. Il sent le harpon honteux du doute qui s'enfonce dans ses chairs. Il voudrait l'arracher, pouvoir y croire. Tandis qu'il cherche un moyen de l'aborder avec discrétion, Solis se lève pour s'approcher d'une table couverte des mets les plus raffinés d'Arcante. Les fromages de la crevasse en passant par les pâtes de fruits concentrées magiquement à même l'arbre, il y en a pour tous les goûts. Il en profite pour se porter à sa hauteur, passant devant la garde personnelle sans susciter de réaction. Hannibal aurait presque voulu qu'ils osent lever un sourcil, histoire de solder le contentieux qui les oppose. Toutefois, Valred, le capitaine du trio des soldats, est bien trop malin pour lui en offrir l'occasion. Souhaitez-vous manger quelque chose ? Affable, Solis s'est tourné vers les dynastes, disposés à les servir en personne. Déni de tête et signe de la main refusent poliment. Les estomacs sont trop noués par l'attente et par l'appréhension pour qu'ils supportent la digestion. Si la sérénité de la Malka pourrait passer pour une force, Hannibal l'interprète plutôt comme de la désinvolture, voire de l'aveuglement. En tout cas, rien qui permette de consolider sa prestance. Les ardillons du doute insistent. Malka, Et vous, mon cher Hannibal ? Vous prendrez bien une douceur, n'est-ce pas ? non, merci. Je voudrais vous... À votre guise. L'interrompt Solis. Pour ma part, je vais prendre un fruit. Hannibal glisse un œil en direction des dynastes, avec l'espoir futile de les faire reculer par la seule intensité de son regard. Lorsqu'il revient à Solis, il la trouve en train d'éplucher son fruit avec un couteau en argent. Vous avez visiblement quelque chose d'important à nous dire, Hannibal. Faites, pas plus que moi, les dynastes ne sauraient être tenus dans l'ignorance. Elle a donné son ordre sans lever les yeux de la pelure qui s'allonge en dentelle ciselée par le tranchant du couteau. Il semblerait que... Face à la légèreté de Solis, l'hésitation d'Hannibal cède aussi brutalement qu'une fissure dans le cœur de la roche. Mantris attaque la muraille d'ossement. Sidérés par l'annonce, les dynastes échangent d'un regard leur stupéfaction, passant d'un voisin à l'autre, tournant sur eux-mêmes comme des éoliennes à tambour. Certains se lèvent, vont pour partir, se rassoient, sans qu'aucun sache quoi faire. Galvanisés par une nouvelle mise à mort, les hurrahs du public semblent redoubler le chaos qui sévit dans la loge. De quel genre d'attaque s'agit-il ? Demande Solis avec calme. Seule l'entaille plus marquée sur le fruit qu'elle épluche trahit son inquiétude. En ancien soldat, habitué à faire son rapport, Hannibal dresse un bilan rapide et concis de ce que le rituel lui a dévoilé. Si je saisis bien, Résume Solis. l'assaut est repoussé et aucune autre initiative n'est observée pour le moment, c'est bien cela ? Oui, Malka. Bien. Donc l'urgence est relative. Elle n'est que l'onde de choc de la surprise. Rien ne nous impose d'agir sans délai ni sans réfléchir. C'est tout ? Vous n'en ferez rien ? S'emporte Aloka, le dynaste d'Orcunion. Je vous rappelle que mon territoire prolonge la frontière. Et lui n'est pas protégé par un rempart. Solis fait face à Aloka, un homme fait, aux allures de fantôme avec sa peau pâle, ses cheveux blancs plaqués en arrière et ses yeux d'un gris plus clair que la cendre. Son manteau de velours noir brodé de fils d'argent offre un saisissant contraste, une manière habile et peu subtile de camper un personnage charismatique et inquiétant. La Malka ne s'en laisse pas compter pour autant. Elle pointe son couteau pour désigner le dynaste, la lame dégoûtant d'un jus épais qui ne diffère du sang que par la couleur jaune-orange. Rappelez-vous à qui vous parlez d'Orcunion. Que croyez-vous ? Vous me pensez timorée ? Bien au contraire, je suis outrée, furieuse et bien décidée à réclamer des comptes. Mais quoi ? Dois-je pour autant envoyer des troupes sur Mantris sur un coup de sang, sans rien savoir de la situation, sans penser aux causes et aux conséquences ? Vous voulez me voir agir comme l'un de leurs automates ? Et si cette attaque n'était qu'un piège ? Si l'incident était fomenté par une phalange, disons des rebelles qui cherchent à déclencher une guerre dont la Noria même ne veut pas. Magnifié par son juste courroux, Solis balaye du regard les autres dynastes pour les intégrer à l'échange. Vous tous savez aussi bien que moi combien les citoyens actionnaires se chamaillent, tiraillés par leur mode de vie incompatible. Leurs textiles sont des approches rivales là où nos archômes ne sont que des variations d'un même tout. Chers dynastes, ne reproduisons pas leur erreur. La Malka fixe les dynastes de ses hypnotiques yeux violets, les met au défi de rejeter la main qu'elle vient de leur tendre.
Pas un n'ose prendre la responsabilité de le faire en premier. Parfait. Alors voici ce que nous allons faire. Retourner à nos places, encourager nos champions pour qu'ils l'emportent et utiliser la faveur diplomatique pour réclamer des comptes à Mantris. Mais Tente Hannibal. En attendant, Hannibal, je compte sur vous pour m'apporter une preuve tangible de l'agression présumée. une preuve. Le rituel ne suffit-il donc pas? Nous nous trouvons dans le rift. La magie n'est pas réputée pour sa fiabilité ici. Ils ont osé attaquer la muraille. Par la terre, c'est là-bas que j'ai grandi. Ébranlé, Hannibal a fini par craquer. Le diamant taillé de son ressentiment est devenu filon au fil des frustrations accumulées, jusqu'à ce que les coups de boutoir de Solis le transforment en mine à ciel ouvert. Solis ne laisse pas passer une telle insolence. Comme vous le savez, il revient à la noblesse et non au mage de juger de ses affaires. D'ailleurs, où sont les primus? Je n'en vois aucun, pas même Tumul. L'attaque est basse, inutile. Évidemment que les primus ne sont pas là. Le maître de la terre pas plus que les autres. On ne fait pas traverser sans raison le désert à qui éprouve la soif. Solis n'en a cependant pas fini. Que diriez-vous que je joue du lithophore sacré pour vous rappeler la fidélité que vous avez jurée au trône sculpté après les accords du Creuset? C'en est trop. Hannibal est traversé d'un tressaillement puissant. Une onde viscérale qui remonte le long de sa colonne et lui visse les mâchoires. Son irritation tourne à la rage. Elle le traverse tel un tremblement de terre qui est adouci d'une simple main délicatement posée sur sa poitrine. La peau blanche et tendre de Solis contraste avec le cuir ébène d'Hannibal. Les longs doigts gracieux d'artiste avec la musculature rugueuse et couturée de cicatrices du colosse. Ce qu'une montagne n'aurait pu endiguer, Solis l'a apaisé d'un seul geste. Enfin, il comprend ce qui vient de se jouer. Maintenant qu'il a retrouvé son calme, il discerne mieux les subtiles variations dans l'écho émis par la Malka. Contrainte de jouer avec les envies des dynastes, aux accents de violon larmoyant, elle doit également composer avec les basses grondantes de l'apologium et les tambours de l'appel aux armes. Dans cette partition délicate, les déclarations d'Hannibal, aussi tonitruantes que des cuivres, étaient tout simplement de trop. Hannibal trouve la force d'accepter son rôle dans cet orchestre que dirige la Malka. Après tout, il a voulu qu'elle soit à la hauteur de sa tâche, il doit se mettre à son diapason. Il s'est fourvoyé sur elle. Il ne l'en admire que plus. Alors revient sa pulsion instinctive, frôlant la possession plus que la protection. Cette sensation compactée dans la moelle de ses os. Hannibal veut rester de la Malka son premier soliste. Le premier, il s'est tenu à ses côtés. Il fut le roc fidèle, creusé pour elle, où elle trouvait refuge lorsque l'ouragan paternel la cinglait. Malgré tout ce qu'il a pu dire et espérer, au fond, il voudrait que rien ne change, que Solis continue à ne compter que sur lui. Dissimulé par l'imposante stature d'Hannibal, Solis peut articuler un « Merci » discret, qu'elle appuie d'un sourire radieux. L'instant est passé, Solis s'efface derrière la Malka. Bien, Dit-elle à voix haute. puisqu'il est manifeste que nous sommes d'accord, reprenons nos places. Une part de notre stratégie s'écrit en ce moment même. N'en perdons pas le fil. À l'extérieur de la loge, dans la furia du public déchaîné, au centre de l'apologium survolté, sur le sable bouillant de l'arène, les combattants d'Arcante rappellent à Hannibal que ses espoirs vont rapidement être déçus. C'est sur eux que Solis compte aujourd'hui, et plus seulement sur lui.